pourquoi il y a une vague de déclassification des fonds article 9 et qu'est-ce que c'est qu'un investissement durable? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler dans cette nouvelle vidéo privée Moonshot. Alors, vous l'avez probablement vu, il y a un nouvel article de Morningstar qui présente un petit peu le marché des fonds article 8 et des fonds article 9. Et dans cet article, Morningstar annonce qu'il y a plus de 40 fonds qui ont été reclassifiés de fonds article 9 à fonds article 8. Et dans ces fonds, il y a des fonds d'AXA, des fonds de Robeco et des fonds de NN. Qui est une société de gestion néerlandaise. Je vous mets la liste des 10 plus grosses déclassifications et vous voyez que c'est potentiellement des gros fonds avec le plus gros là, le fonds de NN qui représente 3 milliards. Alors vous le remarquez peut-être, il y a 4 fonds de NN qui est une société néerlandaise. Et c'est pas forcément étonnant parce que cette vague de déclassification, elle vient, selon moi, du régulateur néerlandais qui, il y a 2 mois, a sorti un article après avoir regardé tous les prospectus des fonds article 9 et qui s'est un petit peu fâché. Déjà, il explique que dans les prospectus, les sociétés de gestion n'expliquent pas ce que c'est que le risque de durabilité. En tout cas, c'est mal expliqué. Elles n'expliquent pas non plus les conséquences du risque de durabilité sur le rendement du fonds, alors qu'elles voudraient que ça apparaisse très clairement. Elle se fâche également parce que la description de l'objectif d'investissement durable, tous les fonds article 9 doivent avoir un objectif d'investissement durable, et là elle considère que cet objectif n'est vraiment pas clair. Et enfin, cerise sur la gâteau, et c'est peut-être vraiment ça qui a mis le feu aux poudres, c'est qu'elle considère que les investissements des fonds article 9 ne sont pas durables. C'est-à-dire que l'AFS, le régulateur néerlandais, qui est à peu près l'alter ego de l'AMF en France, considère qu'un fonds article 9, pour être article 9, doit investir dans des activités qui sont durables. Alors justement, qu'est-ce que c'est qu'une activité durable ? Une activité durable, c'est, selon la SFDR, une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, ou dans le capital humain. Et bien donc, le marché aujourd'hui considère qu'il y a 3 définitions. Il y a à peu près 3 façons de voir les choses. La première façon de voir les choses, c'est le petit vélo. Le petit vélo, c'est que, par définition, toute société qui est dans un secteur d'activité qui contribue à un objectif environnemental ou social, est durable. Par exemple, si vous êtes un développeur d'éoliennes, vous êtes durable. Si vous êtes une société de microfinance, vous êtes dans une activité qui contribue à un objectif social, financer ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, et donc vous êtes durable. Première définition, et cette première définition, c'est ce que le régulateur néerlandais considère. La deuxième façon de voir les choses, c'est qu'à partir du moment où une société a mis en place des pratiques, a mis en place des produits qui sont plus durables que ses pairs, elle-même, elle est durable. Par exemple, si vous créez des stylos à base de matières recyclées, vous êtes potentiellement considéré comme une société qui est durable parce que vous contribuez à un objectif environnemental par rapport à une société qui fait des crayons en plastique. Ou alors, si vous êtes une société qui met en avant ou qui met en place des standards sociaux importants comme la représentation des femmes, là, vous êtes une société qui a un objectif social de la lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Et donc là, vous êtes une activité économique durable. Et il y a ensuite une troisième définition. La troisième définition, c'est toutes les sociétés qui ont un engagement, un plan sur une trajectoire donnée, peuvent être considérées comme durables. Si par exemple vous êtes une société qui s'engage à diminuer sa consommation d'eau de 3% par an pendant les 15 prochaines années, là potentiellement vous avez une trajectoire, vous avez un plan et donc vous contribuez à un objectif environnemental. La même chose pour le CO2. Si vous avez comme objectif de diminuer de 5% par an, vous contribuez aussi à l'objectif environnemental qui est de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Alors, la vraie réponse, c'est que personne n'en sait rien. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un vous dit, souvent mes clients me disent « oui, j'ai vu un avocat, il considère que c'est telle définition, j'en ai vu un autre, il considère que c'est telle définition ». La réponse, c'est la Commission européenne n'a pas tranché sur ce point. Donc le régulateur néerlandais, lui, il a potentiellement émis un avis. Mais les autorités européennes de surveillance, c'est-à-dire l'ESMA ou l'EBA, eux ne le savent pas. Elles ont envoyé, par exemple, un courrier en septembre 2022
à la Commission européenne, c'est ce courrier qui est là, pour justement qu'elle explique, selon les 3 définitions que je vous ai présentées, laquelle est correcte. Est-ce que les 3 sont correctes? Est-ce qu'une seule est correcte? Etc. Et elle demande aussi de comment on calcule cette part de durabilité. Donc, ça, c'est un graphique que j'ai repris de l'analyse Morningstar. C'est assez étonnant de voir que les fonds article 9 ne sont pas investis dans des investissements durables, selon eux. Donc, si vous regardez en bleu, par exemple, il n'y a que 5% des fonds article 9 qui mettent dans leur prospectus qu'ils ont un minimum d'investissement durable de 90% ou de 100%. Il y a par exemple 25% des fonds article 9 qui se déclarent comme ayant moins de 10% d'investissement durable. Donc ça, c'est quand même particulièrement étonnant de voir que sur le marché, aujourd'hui, les fonds article 9 disent ne pas investir dans des investissements durables. Alors que les fonds article 8, par exemple, qui est 35% des fonds article 8 qui n'investissent pas dans des investissements durables, c'est pas forcément étonnant parce que c'est pas forcément ce qu'on leur demande. Les fonds article 8, on leur demande de prendre en compte des critères extra-financiers. Mais les fonds article 9, on leur demande d'avoir des objectifs d'investissement durable. En France, l'AMF a déjà fait plusieurs sorties en disant que selon elle, il faudrait y avoir 100% d'investissement durable. On voit quand même que le marché est très loin de cela. Sachant que là, vous allez me dire, quelle est la définition d'investissement durable? La définition d'investissement durable, c'est celle que les sociétés de gestion ont décidée. Donc là, ce n'est pas forcément précisé. Donc comment les sociétés de gestion calculent le pourcentage d'investissement durable? Eh bien, il y a deux manières de voir les choses. Soit on considère que on prend un petit peu toutes les activités économiques d'une entreprise et on va regarder laquelle est durable. Si par exemple je prends Total, ils ont 5% de leur chiffre d'affaires par exemple dans les énergies renouvelables, et bien là, si j'investis dans Total, je vais considérer qu'il est 5% durable. Et il y en a d'autres, à l'inverse, qui vont considérer que si l'entreprise, par exemple, a un but, on a vu, social, de lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes, et à partir du moment où il y a un engagement et qu'il y a des chiffres qui le montrent, eh bien, l'entreprise est durable pour la lutte contre les inégalités. Pareil, l'entreprise peut être à 100% durable si jamais elle fait des crayons en bois ou si jamais elle a pris des objectifs de diminution de l'eau ou de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est un petit peu... les sociétés de gestion décident elles-mêmes de leur propre définition. Revenons un petit peu maintenant à pourquoi AXA et Robeco ont déclassifié certains de leurs fonds. Donc là, j'ai repris la lettre qui a été envoyée à tous les actionnaires du fonds AXA IM Act US Short Duration High Yield Low Carbon, qui a été déclassifié de 9 à 8. Et en fait, ce fonds-là, c'était un fonds article 9 qui considérait, ils avaient pris un indice de référence sur le high yield, et leur benchmark, c'était de dire que les émissions de gaz à effet de serre du fonds AXA allaient être 30% inférieures au fond du benchmark. Et ça, clairement, ça ne marche pas parce que pour lancer un fonds de décarbonation et le comparer à un indice, un benchmark, vous devez prendre un benchmark qui est soit PAB, Paris Aligned Benchmark, ou soit CTB, Climate Transition Benchmark. Donc du coup, comme eux, ils n'étaient pas dans les clous, ils l'ont déclassé. On peut prendre aussi l'exemple de Robeco qui ont déclassé 7 fonds. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est que Robeco, eux, ils expliquent très clairement leur définition de l'investissement durable. Et selon eux, il y a 3 définitions. La première définition, c'est à partir du moment où la société a un score positif dans la prise en compte des Sustainable Development Goals, donc les objectifs d'investissement durable, un score interne développé par Robeco qui va de -3 à +3. Donc tous les fonds qui sont +1, +2, +3 sont considérés par durables pour Robeco. Ils n'expliquent pas forcément leur méthodologie en détail. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Et il se trouve que les fonds article 9 de Robeco investissaient dans des sociétés qui étaient notées soit 0 par leur score interne, soit -1 par leur score interne. Donc là, ils ont dit, non, mais ceux-là, on va quand même les déclassifier parce que ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Ensuite, ils vont considérer aussi que, donc,
donc là, pour revenir, à partir du moment où eux, ils ont fait un score interne, ils considèrent qu'une partie des sociétés sont durables, une autre n'est pas durable, et donc tout ce qui est durable selon leur score, eh bien, ça sera durable. La deuxième définition, c'est une définition beaucoup plus de marché et beaucoup plus classique, c'est-à-dire à partir du moment où le fonds suit un objectif de réduction carbone et qui suit un benchmark PAB ou CTB, eh bien, il peut être article 9. Et ensuite, le deuxième, c'est à partir du moment où le fonds investit dans des green bonds, dans des sustainable linked bonds ou des social bonds, il peut être durable. Donc je ne dis pas que ça, ce sont la définition d'une activité durable. Je présente juste la définition de Robeco. Voilà, j'espère que je vous ai un petit peu éclairé sur ce qu'est un investissement durable. En tout cas, ne vous faites pas avoir. Personne ne sait réellement ce qu'est un investissement durable. J'ai potentiellement mon opinion que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. À bientôt.